moindre des choses serait quand même de vérifier si cet apocalypse a bien eu lieu. Or, depuis maintenant 8 ans, après le référendum de 2003, la grande presse européenne est devenue quasiment muette sur la situation de la Suède. C'est justement la raison pour laquelle on va examiner ça ensemble, si vous le voulez bien. Je vous ai préparé un tableau qui s'étale sur les années 1999 à 2011, sur le taux de croissance économique comparé du produit national brut de la Suède, de la France et de la zone euro. C'est une très bonne mesure, c'est une bonne mesure de l'évolution de la croissance et donc de la croissance de la richesse. Et vous savez que c'est corrélé au nombre d'emplois. Je sais que c'est peu banal de faire des conférences politiques avec des graphiques. Bon, je vous prie d'abord de m'en excuser, mais encore une fois, je pense que tous mes concitoyens sont tout à fait capables de comprendre un petit graphique. C'est important à comprendre. Hein. Bon, on est au XXIe siècle, tout le monde à peu près peut comprendre ce que c'est qu'un taux de croissance et voir les graphiques. En tout cas, on va essayer de voir ça ensemble de la façon la plus claire possible. Alors, eh bien, voici donc en 1999, au 1er janvier, l'euro remplace les monnaies nationales sur les marchés financiers et dans les transactions interbancaires dans les pays qui ont adopté la monnaie. À cette époque, on a en 1999 la Suède qui a un taux de croissance de 4,7%, la France de 3,3%, la zone euro de 3%. Et puis en 2000, la Suède va un peu baisser alors que la France et l'euro vont un petit peu monter. Et puis en 2001, il y a une première, crise économique avec ce qu'on a appelé le dégonflement de la bulle Internet. Et donc l'ensemble des économies d'Europe, Suède y compris, perdent de la croissance avec une faible croissance en Suède qui atteint 1%. Et c'est à ce moment-là, au 1er janvier 2002, que la Suède décide donc de continuer, confirme le fait qu'elle reste dans sa monnaie, alors qu'au 1er janvier 2002, l'ensemble des pays de la zone euro adoptent la monnaie fiduciaire, donc sous forme de pièces et de billets. Et alors on va voir à partir de ce moment-là les taux de croissance qui vont se différencier. Vous voyez que la Suède va avoir un taux de croissance de 1,3% en 2001, mais de 2,5% en 2002. C'est d'ailleurs à cette occasion que, comme on le voit, à la fin de 2002, le taux de croissance de la Suède était de 2,5%, alors qu'il s'était déjà effondré en France et en zone euro aux alentours de 1%. C'est justement parce que les électeurs suédois avaient constaté cette différence-là et qu'ils avaient constaté que la Suède se portait nettement mieux que la zone euro et que la France qu'ils n'ont pas été tentés non plus de voter oui au référendum. Le référendum a eu lieu le 14 septembre 2003, j'en ai parlé longuement, et voici quelle a été l'évolution au cours des années qui ont suivi de ces évolutions entre le taux de croissance de la Suède, 2,5, 2,3, 4,2, 3,2, 4,3 et 3,3. Et pour la France et la zone euro, un taux de croissance pratiquement moitié moindre. Sur donc plusieurs exercices consécutifs, sur 5 années. Est arrivée la grande crise de 2008, dont d'ailleurs nous ne sommes toujours pas réellement sortis, la crise économique et financière. C'est un autre sujet que je ne vais pas traiter aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est donc de voir ce qui s'est produit. J'aurai l'occasion d'y revenir d'ailleurs ultérieurement. À partir de donc 2008, toutes les économies du monde occidental, Suède, France, zone euro y compris, ont chuté, ont vu leur taux de croissance baisser, pour s'effondrer en 2009 avec une très forte récession en Suède, qui a baissé, dont le PIB a baissé de 5%, c'est-à-dire encore plus que dans la zone euro où il avait baissé de 4%, et en France où il avait baissé de l'ordre de 3%, mais la statistique française est peut-être encore sujette à évolution. Et puis, à partir de 2010, on repart dans l'autre sens,
avec une très très forte croissance de la Suède, qui a atteint un taux de 4,8%, tandis que la France et la zone euro stagnent aux alentours de 1%. Et ça, ce sont les anticipations pour 2011, avec la Suède qui aurait un très fort taux de croissance de 4%, alors que la France et la zone euro seraient aux alentours de 1,8%. Alors, on a donc ici une évolution sur donc les années 1999-2011, donc ça fait 12 années sur lesquelles, comme vous le voyez, il y a eu pour tout le monde des hauts et des bas, avec notamment la grande crise, mais comme vous le voyez, de façon statistique et générale, le taux de croissance de la Suède a toujours été largement supérieur au taux de croissance de la France et de la zone euro. On peut d'ailleurs le noter que actuellement, la Suède connaît un très fort taux de croissance, de New York à Tokyo, en passant par Londres et Taïwan. Personne ne vous en parle dans les journaux, mais ceux qui sont abonnés à l'agence financière Bloomberg de New York, ou à Fox Business, ou au Taipei Times, enfin, ou à tous les grands moyens financiers, tous les grands médias financiers du monde, on sait que toutes les agences financières soulignent actuellement la formidable récupération économique dont a fait preuve la Suède en 2010. Son taux de croissance l'année dernière a pulvérisé toutes les anticipations, obligeant le gouvernement de Stockholm à réviser à la hausse ses prévisions. Pour 2010, l'anticipation était d'un taux de croissance de plus 3,3. À l'été, le gouvernement de Stockholm a été obligé de réviser à la hausse le taux de croissance à plus 4,5, à l'automne à plus 4,8. Et sur les 2 derniers trimestres de 2010, l'économie suédoise a connu une envolée à l'asiatique, si l'on peut dire, avec un taux de croissance compris entre plus 6 et plus 7% en rythme annuel, ce qui a fait donc justement le fait que les Asiatiques se sont particulièrement intéressés à cette évolution rarissime dans un pays de l'Europe qui, elle, stagne dans le marasme. Alors au total, si on accumule l'ensemble des taux de croissance comparés du PNB de la Suède, de la France et de la zone euro sur les 12 années écoulées, on s'aperçoit que la zone euro a vu son PNB s'accroître de 18% en 12 ans, la France de 20,8% et la Suède de 33,4% avec sa couronne suédoise. Autrement dit, le taux de croissance moyen de la Suède depuis que l'euro a été introduit et que la Suède a gardé sa monnaie nationale, eh bien, le taux de croissance de la Suède a été en moyenne 85% supérieur au taux de croissance de la zone euro. Alors, le rejet de l'euro explique l'envolée de cette économie suédoise. Parce que les européistes détestent que l'on parle de la très bonne situation de l'économie suédoise. Et quand on en parle, ils essayent toujours de trouver d'autres raisons. On y reviendra tout à l'heure sur d'autres raisons mystérieuses qui feraient que la Suède aurait eu un taux de croissance supérieur à celui de la zone euro. Ils ne veulent plus jamais que l'on parle des questions monétaires. Pourtant, c'est bien la question monétaire qui est au centre même de l'envolée de l'économie suédoise. Et pourquoi ça ? Eh bien, on va examiner ça ensemble, si vous le voulez bien. Le premier point qui est très important, c'est que le rejet de l'euro, respecté par le gouvernement de Stockholm quand même, puisque les Suédois ont voté non, même si le Premier ministre suédois a dit qu'il allait faire entrer la Suède dans l'euro, matériellement, il n'a quand même pas pu le faire tout de suite. Donc les Suédois ont conservé leur monnaie. Eh bien, ce rejet de l'euro a tout simplement redonné aux Suédois confiance en la Suède. Et ça, c'est un point important sur lequel on ne saurait trop insister. L'économie, ce n'est pas une science. L'économie, c'est ce que l'on appelle une science humaine. Et l'adjectif humaine veut tout dire, ça veut dire que ça n'est pas une science exacte. Vous savez ce que c'est qu'une science exacte ? Les mathématiques sont une science exacte. Une science exacte, c'est une science qui, sur la base des mêmes prémices, aboutit toujours au même résultat. 2 plus 2 égale 4, que ce soit au temps du Christ ou en 2011, que ce soit en Chine ou au pôle Sud, 2 plus 2 égale toujours 4. Voilà. Il n'y a pas de latitude, il n'y a pas d'incertitude. C'est pareil, la physique, la chimie sont des sciences exactes. En revanche,
les sciences humaines sont des sciences qui ne sont pas des sciences exactes. Ce sont des sciences qui reposent sur la psychologie humaine ou sur des interprétations. La psychologie, la psychanalyse, l'histoire, mais aussi l'économie sont des sciences humaines. Ce ne sont pas des sciences dont on peut être sûr que les résultats sont connus à l'avance. L'économie est incapable d'émettre autre chose que des hypothèses extrêmement simplificatrices de la réalité et d'avancer des prévisions hasardeuses presque jamais reproductibles et très généralement démenties par les faits. D'ailleurs, tout le monde le sait bien. Qui croit en France que quand on fait une prévision économique, elle va être sûre à 100%? Personne n'y croit. Qui croit encore dans les vaticinations de nos responsables politiques et économiques qui nous ont expliqué, j'en parlais au début de cette conférence par exemple, que l'euro allait nous apporter plus de croissance et plus d'emplois. En réalité, l'économie se heurte et se heurtera toujours à l'imprévisibilité d'un grand nombre d'événements et au poids essentiel de la psychologie humaine. Et ce facteur psychologique a été particulièrement actif dans le cas de la Suède depuis 2003. En refusant de se plier à la dictature européenne, les Suédois ont fait un acte non seulement monétaire et économique, non seulement politique, mais aussi un acte psychologique d'une importance capitale. Ils ont réaffirmé leur liberté collective, l'inaliénabilité de leur liberté collective et leur confiance inébranlable dans la survie de leur nation. Ils ont d'ailleurs eu le bonheur de constater qu'une majorité d'entre eux étaient bien décidés à ne pas laisser détruire la Suède. Donc du coup, un formidable vent d'optimisme a traversé le pays, dont les conséquences macroéconomiques, comme on dit, c'est-à-dire les conséquences économiques générales, se sont traduites par une excellente tenue de la consommation des ménages. La consommation des ménages est un des grands moteurs de l'économie. Et les ménages consomment quand ils ont le moral, quand ils ont le sentiment que les choses s'améliorent. Quand un peuple comme le peuple français déprime parce qu'il n'a pas le moral, parce qu'il ne voit pas où va la France, parce qu'il constate que chaque année est pire que la précédente, eh bien, il n'a pas le moral, il n'a pas tellement envie de consommer, en plus son pouvoir d'achat se dégrade, et donc ça pèse sur la croissance de l'économie générale. Le deuxième point, c'est que cette euphorie anti-euro a dopé les investissements des entreprises. La très bonne tenue de la consommation des ménages a engendré à son tour un fort dynamisme des investissements des entreprises, en hausse de plus 7 à plus 8% par an, ce qui est très important. Depuis le rejet de l'euro jusqu'à la crise mondiale de 2008-2009, les investissements des entreprises ont été principalement motivés par la nécessité de répondre à la demande intérieure sur un marché où les capacités de production étaient utilisées à plus de 90%, donc on était au bord de la saturation. Au passage, je signale d'ailleurs que cette très bonne tenue de l'économie suédoise a amené une entreprise comme Ericsson à rester bien entendu en Suède, et que les 15 000 emplois que devait supprimer M. Svanberg ne l'ont pas été. Le troisième point, qui est tout à fait notable, c'est qu'au lieu de s'effondrer, comme on l'avait dit aux Suédois, si vous votez non, la couronne suédoise va s'effondrer, tout le monde l'avait assuré. Le Premier ministre, rappelez-vous l'appel conjoint du premier syndicat suédois LO avec le MEDEF suédois Svenskt Näringsliv. Eh bien, au lieu de s'effondrer, la couronne suédoise s'est légèrement appréciée vis-à-vis de l'euro. Regardez ce graphique, il est quand même intéressant, c'est l'évolution du taux de change de l'euro vis-à-vis de la couronne suédoise sur l'ensemble de l'année 2003. Du 1er janvier au 31 décembre. Quand il monte, ça veut dire que l'euro monte vis-à-vis de la couronne suédoise. Donc que la couronne suédoise se déprécie. Quand il baisse, ça veut dire que l'euro baisse par rapport à la couronne suédoise. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que sur les 9 premiers mois, on a eu en moyenne, du 1er janvier au 14 septembre 2003, pendant la campagne référendaire, la couronne suédoise a été un peu mise sous pression par les marchés financiers. L'euro est monté ici jusqu'à 9,38 couronnes suédoises entre juillet et août, quelques semaines avant le référendum, mais enfin, ça n'était de toute façon pas bien méchant, et le taux de change moyen sur la période s'est établi au taux de 1 euro pour 9,17 couronnes suédoises. Et puis est intervenu donc
le référendum du 14 septembre 2003, 57% des Suédois rejettent l'euro, et d'un seul coup, il y en a vu l'euro baisser par rapport à la couronne suédoise, et la moyenne s'établissant sur la fin de l'année a été d'une moyenne de 1 euro pour 9,03 couronnes suédoises. C'est-à-dire une appréciation, une légère appréciation sur 3 mois de la couronne suédoise de l'ordre d'environ 4 à 5% par rapport à l'euro. Ce ne sont pas des évolutions considérables, mais quand même. On avait prédit aux Suédois que s'ils votaient non, la couronne ne vaudrait plus rien. Donc 1 euro aurait valu 10, 20, 30, 50 couronnes suédoises. C'est le contraire qui a eu lieu. La couronne suédoise s'est appréciée, l'euro s'est déprécié. C'est tellement déprécié d'ailleurs que ça a permis, je vais en parler dans un instant, à la Banque centrale suédoise, la Riksbank, de détendre les taux d'intérêt, de diminuer le repo, le taux d'intervention de la Banque centrale, et donc d'ailleurs de dynamiser l'économie suédoise. Je vais en parler dans un instant. Ce qui est donc intéressant de noter, c'est que les prophéties apocalyptiques n'ont pas été confirmées. Il est intéressant de se demander pourquoi il y a eu cette légère appréciation de la couronne. D'après les spécialistes, c'est parce qu'un certain nombre de spéculateurs avaient joué la couronne suédoise à la baisse. Un certain nombre de spéculateurs, imaginant que les Suédois voteraient bien non, avaient pris des prises de position spéculatives, comme on dit, c'est-à-dire avaient vendu à terme de la couronne suédoise dont ils ne disposaient pas, des contrats de vente à terme. Bon. Et puis il s'est passé ce qui se passe souvent dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on avait indiqué aux Suédois que ce serait l'apocalypse le 14 septembre 2003 s'ils votaient non. Et puis ils ont voté non. Et puis le 15 septembre 2003, quand on a ouvert les volets, on s'est aperçu qu'il y avait toujours le ciel bleu, le soleil, il y avait toujours la Banque centrale, il y avait toujours le commerçant du coin, il y avait toujours les ministères étaient là, les entreprises tournaient, les gens allaient à leur bureau. Et en fait, rien n'avait changé. Voilà. Et donc il n'y avait pas d'apocalypse du tout. Voilà. Donc tout simplement, les gens se sont rendus compte le lendemain, ils sont revenus à une plus juste vision des choses. La Suède restait la Suède. Et elle avait sa monnaie, comme la Norvège a sa monnaie, comme le Royaume-Uni a sa monnaie, comme la Suisse a sa monnaie, comme le Danemark a sa monnaie, et puis voilà. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune raison particulière pour que d'un seul coup, tout s'effondre. C'est vraiment de la mise en condition psychologique des populations qui avait été faite. Et dans ces conditions, bien ceux qui avaient spéculé sur la chute de la couronne se sont rendus compte, comme tout le monde, qu'il ne s'était en fait pas passé grand-chose. Et comme ils avaient pris des contrats de vente à terme, ils ont été obligés, comme on dit dans le jargon, de dénouer leur position spéculative en rachetant en urgence de la couronne pour dénouer leur contrat de vente à terme. Et rachetant de la couronne, c'est justement ça qui a fait que la couronne s'est appréciée et donc que l'euro s'est légèrement déprécié. Alors, les taux d'intérêt, justement, puisqu'il y avait une tendance à l'appréciation de la couronne par rapport à l'euro, eh bien, ces pressions à l'appréciation de la couronne suédoise ont permis à la Banque centrale de mener une politique de taux d'intérêt un peu plus faible que celle de la Banque centrale européenne et donc plus conforme aux besoins de l'économie suédoise, et cela avec un objectif de taux de change externe de rester à peu près en phase avec le taux de change habituel vis-à-vis de l'euro. Donc depuis le référendum de 2003 et jusqu'à la crise de 2008, le taux dénommé repo, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire le taux de refinancement de la Riksbank, de la Banque centrale suédoise, a ainsi été quasiment toujours inférieur d'au moins 0,5 points de base par rapport au taux directeur fixé par la Banque centrale européenne, ce qui, pour des taux d'intérêt qui varient entre 2 et 4 points, c'est un différentiel qui a quand même une certaine signification et qui a contribué lui aussi à doper la croissance en Suède. Alors, on touche d'ailleurs d'ici du doigt l'un des gros problèmes de la Banque centrale européenne et un des problèmes qui est le nôtre. Le problème qu'il y a, c'est que la Banque centrale européenne est exactement comme un tailleur qui serait obligé de vendre une taille unique à tous ses clients. Que ce soit l'Allemagne, l'Irlande ou la France, on est obligé de donner la taille unique. Donc ça veut dire un taux d'intérêt unique pour 17 économies différentes. Donc naturellement, eh bien ça coince en France, c'est trop grand pour l'Irlande, c'est beaucoup trop vaste pour l'Allemagne, etc. Ça ne plaît à personne. Ça, c'est un point très important à comprendre, c'est que le système même de la monnaie unique européenne est un système qui nuit à toutes les économies qui sont dans la monnaie unique européenne. Pourquoi ?
Et parce qu'un pays, comme c'était le cas de l'Irlande encore récemment, qui avait un fort taux de croissance, ne serait-ce que parce qu'il recevait les fonds structurels dits européens, en réalité payés par les Allemands et les Français principalement, l'Irlande, petit pays de 4 millions d'habitants, avait un fort taux de croissance avec des tendances inflationnistes importantes. Normalement, il aurait dû monter ses taux d'intérêt, d'intervention de la Banque centrale d'Irlande, de telle sorte qu'on puisse refroidir les tendances inflationnistes. En revanche, l'Italie ou la France, qui étaient déjà au bord de la récession, avaient un taux d'intérêt trop élevé. Il aurait fallu baisser les taux d'intérêt pour relancer la machine économique en France et en Italie. Au lieu de quoi, comme on a un seul taux d'intérêt pour tout le monde, derrière l'écran de fumée pseudo-technique utilisé par M. Trichet ou par les responsables de la BCE, eh bien, en définitive, on a un taux d'intérêt moyen pour tout le monde et qui ne convient à personne. L'Irlande a un taux d'intérêt trop bas par rapport à ses tendances inflationnistes, ça aggrave les tendances inflationnistes de l'Irlande. L'Irlande ou l'Italie ou la France ont un taux d'intérêt trop haut par rapport à leur tendance à la récession, ça aggrave la tendance à la récession. Donc ça, c'est un système terrible qui est celui du taux d'intérêt unique pour 17 économies différentes et qui, en fait, se traduit par une évolution, des prises de position, des décisions systématiquement négatives pour quasiment tous les États. Autre point à souligner sur la Suède, c'est que la croissance retrouvée a assaini les finances publiques. La croissance explique pour une large part que le budget de l'État ait atteint un léger excédent en 2006 de l'ordre de plus 1,5 milliard d'euros. Alors, les européistes affirment que ce résultat serait dû aux coupes sombres que la Suède aurait infligées à l'État, notamment une réduction très sensible du nombre de fonctionnaires. C'est en général l'argument qui est avancé. On ne veut surtout pas parler des questions monétaires. On dit mais non, c'est simplement parce qu'ils ont adopté les réformes indispensables sur la diminution du nombre de fonctionnaires. On se moque du monde. On se moque du monde pour deux raisons. La première, j'y reviendrai dans un instant, c'est que la Suède est le pays du monde qui a les plus forts prélèvements obligatoires et le plus fort pourcentage de dépenses publiques dans son PIB, ce qui ruine les théories ultralibérales. Et la deuxième raison, c'est parce qu'effectivement, le nombre de fonctionnaires d'État est passé de 390 000 en 1991 à 240 000 en 2011, mais cette diminution a été une diminution d'optique pure et simple, car ces fonctionnaires ne sont plus dans des ministères, mais dans ce qu'on appelle des agences administratives, c'est-à-dire ce sont toujours des fonctionnaires. Donc ça a été une espèce de présentation faite par le gouvernement européiste de Stockholm pour donner l'impression à la Commission que la Suède respectait les directives venues de Bruxelles, mais en réalité le nombre de fonctionnaires n'a pas varié. En réalité, si des efforts de rationalisation des dépenses publiques ont en effet été entrepris, le retour à l'équilibre du budget de l'État s'explique principalement par l'envolée des rentrées fiscales, notamment procurées par l'impôt sur les sociétés et par la TVA, considérablement plus élevées que prévu. Et donc, cet exemple suédois confirme les analyses keynésiennes. C'est bien l'augmentation de la consommation et du pouvoir d'achat des ménages qui, en relançant l'économie, a accru encore plus fortement les rentrées fiscales selon l'effet dit du multiplicateur keynésien. Alors, le point maintenant, un point important, c'est que la Suède peut gérer son taux de change dans l'intérêt des Suédois. Ça, c'est l'évolution du taux de change de la couronne suédoise au cours des derniers mois. Et ça, c'est très important parce que nous avons affaire à la façon dont la Suède a surmonté la crise économique. Du 25 juillet 2008 au 4 mars 2009, on voit que la couronne suédoise s'est dépréciée par rapport à l'euro. Et dans des conditions importantes, puisque le taux de change de l'euro, là on parle vraiment des 2 dernières années, le taux de change de l'euro est passé de 1 euro pour 9 couronnes 50 à 1 euro pour 11 couronnes 60 entre le 25 juillet 2008 et le 4 mars 2009, c'est-à-dire une dépréciation de la couronne suédoise de 17%. Dépréciation qui a donc été méditée par la Banque centrale suédoise. Je vais en parler dans un instant. Si on prend maintenant cette évolution par rapport
au dollar, l'évolution est encore plus impressionnante, puisque sur la même période, on est passé de 1 dollar pour 6 couronnes à 1 dollar pour 9,2 couronnes, c'est-à-dire une dépréciation de la couronne suédoise de moins 34%. Alors, bien entendu, on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? D'abord, c'est la Banque centrale suédoise qui a laissé se déprécier la couronne. Et pourquoi l'a-t-elle fait? Eh bien, pour une raison simple, c'est parce que la Suède dépend beaucoup des exportations. L'exportation en Suède représente pratiquement 50% du PIB du pays. Et en dépréciant profondément, en laissant se déprécier la couronne pendant quelques mois, elle a permis de surmonter la crise, comme on l'a vu. Et ceci, c'est l'évolution des exportations et des importations de la Suède. Comme on le voit, la